L'Appel du large vous invite à partager la passion de la voile et à découvrir un grand fleuve capricieux qui nous berce depuis des générations. La voile sur le Saint-Laurent, c'est plus qu'un sport, un loisir, c'est une passion. À votre tour de ressentir l'appel du large. Bon vent! Salut Maxime. Salut Philippe. Enchanté. Bonjour, je fais plaisir, c'est Isabelle. Enchanté Isabelle. Alors aujourd'hui, tu nous as offert de visiter ton bateau. C'est un bateau de course. On a pris des cours, nous. Ouais. On a fait un cours dernièrement, puis on est un petit peu impressionnés de voir un si gros bateau. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce bateau-là par rapport, ou décris-nous un petit peu le bateau puis les différences qu'il y avait par rapport Déjà à les amis, bienvenue à bord d'Esprit de Corps 4. Oui, merci. Esprit de Corps 4 qui est l'un des 3 Volvo 60 de notre flotte avec l'équipe de Voile Atlas. Donc on est vraiment une équipe aujourd'hui québécoise qui cherche à promouvoir la pratique de la course au large, la course océanique, donc la navigation hauturière, mais dans un cadre sportif, humain avant tout, sportif par la suite. Et donc, la grosse différence par rapport à vous qui avez pris un cours de voile sur des bateaux, on l'a vu avec Vieux-Port Yachting, c'est qu'ici, tu es sur un bateau déjà dans des proportions différentes. On est sur un bateau qui fait 65 pieds hors tout, qui a un tirant d'air de 97 pieds, qu'on passe pas partout là. Il faut que je fasse attention de quel côté de l'île Orléans je vais me promener par exemple. D'accord. Et on est surtout sur un bateau qui a été pensé pour la performance et avec un confort minimum. Un bateau qui est plus fait pour des cours ou de la plaisance, lui va être pensé à la fois pour un côté confortable, extrêmement sécuritaire aussi, et surtout d'avoir du bonheur et du plaisir et d'être progressif dans l'apprentissage. Nous, on est l'étape après ça. On est l'étape où on a des bateaux qui sont extrêmement résistants pour traverser l'Atlantique, pour aller affronter les mers du Sud et prendre du vent à des mesures. OK. Et à part la grosseur du bateau, au niveau des manœuvres, est-ce que c'est la même chose sur ce bateau-ci? Alors ça va être légèrement différent étant donné que le bateau est plus grand, les voiles sont plus grandes, ça va demander de la puissance supplémentaire. Et on a des bateaux ici qui ont été pensés pour des équipages de 10 à 14 personnes. C'est ça. Il y a l'équipage pour partir, pour faire vos courses 10 à 14? Absolument. On fait des convoyages avec moins de monde parce qu'on prend moins de risques, on va chercher à aller moins vite, on va chercher juste à déplacer le bateau d'un point A à un point B pour le mettre en sécurité. Okay. Par contre, quand on est vraiment dans une recherche de performance et donc de résultats, on a besoin que ça rentre, on a besoin que les gens soient en forme et surtout que les gens sachent travailler ensemble. C'est vraiment extrêmement important. On ne va pas rassembler le monde la veille de partir sur une course. Ça prend des mois d'entraînement, ça prend des années d'expérience. Et ce sont des bateaux qui sont techniques et qui sont physiques. C'est pour ça que notamment, vous voyez, on a des choses qui sont très particulières, des bateaux de course, qu'on appelle nous les moulins à café dans le jargon. Okay. Et donc tu mets 2 personnes ici dont le rôle principal c'est de développer de la puissance, donc du wattage, pour faire tourner les winches qui sont ici.
beaucoup de personnes qui font de la plaisance ou qui prennent des cours comme ce que vous avez fait. On va avoir des winches d'à peu près de ce gabarit-là. C'est très simple de le faire à une main. Ici, on a des winches qui sont à peu près 3-4 fois plus gros, qui vont demander justement beaucoup plus de jus de bras. Donc, oui, jus de bras. Le même moulin à café contrôle les différents... Alors ce moulin à café qui est un peu de l'ancienne génération, parce que maintenant les moulins à café sont essentiellement hydrauliques, donc sont capables d'alimenter différents winches. Nous on a des moulins à café qui sont d'une génération antécédente, c'est des bateaux qui ont été construits ici entre 97 et 2001 pour celui-ci, qui est le plus récent. Il y en a 17 de par le monde, on en a 3 ici au Québec, et donc c'est des bateaux qui ne sont plus en production, qui ont été faits spécialement pour la Volvo Ocean Race du début des années 2000. Et donc ce moulin à café particulièrement va alimenter les 2 winches primaires qui sont ici. C'est assez imposant comme grosseur de winch. À plusieurs vitesses. Comme n'importe quel fonctionnement d'un winch, ça va toujours tourner dans le sens aiguille d'une montre, mais avec plus ou moins de facilité. Un peu comme les paliers d'un vélo. Quand tu prends une côte ou quand tu es sur du plat, tu n'utilises pas les mêmes vitesses. Ça va être exactement la même chose avec nous quand le vent est fort ou quand le vent est faible, quand on va rentrer des kilomètres de cordage ou quand on va faire du réglage plus fin. Donc celui-ci contrôle finalement les écoutes des voiles d'avant, spinnaker, reacher, les génois, la trinquette, etc. Et celui qui est juste derrière vous, qui est en état d'entretien en ce moment, donc il n'est pas encore fixé, c'est celui qui va tenir en temps normal l'écoute de la grand voile. Donc la grand voile qui est ici, qui fait 140 mètres carrés, monte bien haut dans les airs avec une baume comme vous pouvez voir qui est démesurée, qui fait pratiquement 26 pieds de longueur. Ça demande une écoute avec tout un système de 3 pour 1 au niveau des poulies et un winch qui est dédié juste pour cette écoute-là. Donc tu ne vas jamais enlever ton écoute de ton winch ici et tu vas mettre éventuellement 3 personnes qui vont gérer. Une personne l'écoute, 2 personnes le moulin à café qui est dédié à ça. Puis après, comme pour plein d'autres bateaux, on a aussi un rail de grand voile avec des écoutes, etc. On comprend bien de 9 à 12 personnes. Parce ça demande les du gens monde. sont à temps plein au même poste. Et surtout quand on fait des courses océaniques où on a besoin de fonctionner en quart, on a besoin de ramener tout le monde pour la manœuvre. T'imagines qu'un spinnaker sur un bateau comme ça peut atteindre 5000 pieds carrés. Donc ça prend du poids à l'avant, ça prend de tirer. Et quand on fait des grosses manœuvres de prise de riz, de changement de voile, dans ce cas-là, on va réveiller tout le monde. Puis tant pis si c'était ton quart de sommeil, malheureusement, c'est les réalités de la course. Et on aura besoin que tu te réveilles et que tu viennes sur le pont avec tout le monde, avec ton équipement de sécurité, que tu t'attaches et que tu travailles. Mais quand on est sur des bords plus longs, on est 4-5 personnes pour s'assurer que le bateau roule en sécurité. Le barreur, éventuellement quelqu'un à la navigation qui va donner les différentes directives et les conseils, et des personnes toujours aux aguets sur les écoutes en cas d'empannage à contrôler, de départ au loft. L'océan est des fois plein de surprises et des vagues qui arrivent un peu sur l'arrière peuvent désorienter le bateau et le barreur. Donc ça demande de la concentration, c'est extrêmement demandant psychologiquement à ce niveau-là. Excellent. Et maintenant, Richard, Philippe, vous allez pouvoir inverser vos positions. On va se refaire un virement dans 20 secondes, s'il vous plaît. 20 secondes. Passe-moi ta manivelle, Richard. OK. Alors, non, Philippe, je m'en vais de l'autre bord. L'autre bord, exactement. Alors, fais gaffe à pas surpâter. Prends 5 minutes, prends 5 secondes là, pour bien réinstaller ta winch comme il faut. L'instant, c'est mal passé. C'est pas correct. Tire à la main, tire déjà à la main. Excellent, super. Virement dans 10 secondes. Pareil. Pareil à virer. Pareil. Hey, attends, je vois pas ma marque encore. Allez, on vire. OK. ouais, C'est ok, beau, là. c'est beau. C'est bon. C'est beau. C'est beau. Let's go. Change. Bon, je m'en occupe. Vas-y. Excellent. L'autre bord, monsieur Philippe. Choque-moi ça, camarade. Excellent. C'est bon, les gars, pas plus que ça. En tout cas, pas plus que ça pour la GV, mais la Bastac, on pourrait peut-être encore une petite affaire. Allez.
T'as un barreur ou deux, là, je vois que... Alors, j'ai toujours un seul barreur, mais par contre, on a 2 barres à roues. Sais-tu pourquoi? Ben non. Alors, on a un bateau qui est quand même assez large. Ça, pour voir, On a besoin éventuellement que le barreur qui va être sur son quart pour des longues distances puisse voir le plus loin possible. Mais on alterne souvent dans des petites régates comme on peut faire devant Québec, des petits match racing, entre la barre la plus basse et la barre la plus haute pour aller voir, ok, sous la baume, sous le vent, est-ce que j'ai quelqu'un qui s'en vient, c'est quoi la stratégie de l'autre, puis je remonte de l'autre côté. Donc on est super mobile là-dessus. Et quelque part, d'un point de vue sécurité, ça m'est déjà arrivé par exemple que de par une grosse pression, une erreur de barre, on ait une barre à roue dont le système à l'intérieur va lâcher. Alors, tout de suite, on est capable d'agripper la deuxième barre à roue pour continuer à contrôler et se lancer dans les réparations de la barre à roue défectueuse, par exemple. Okay. Il y a un aspect de pratique et de sécurité. Parce que c'est assez imposant, effectivement. Ouais, l'extérieur du bateau est impressionnant. Je serais curieux de voir l'intérieur. Absolument. Oui, tu disais tout à l'heure, pour ceux qui font pour les quarts de nuit et tout. Vous allez voir notre grand confort. Oui, ben, j'ai bien l'impression. Je suis pas certaine du grand confort, moi. Lisa. Ok, reste là, c'est bon, c'est bon. Allez, comme ça, moi, dans mon axe. Magnifique. Donc les amis, maintenant qu'on a tous du courage et que le bateau roule bien, déjà, bravo. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour tout le monde. On est bien efficace, je suis bien content. Maintenant, je vais vous demander de m'impressionner dans votre plus beau virement de bord, qui va être votre premier virement de bord. OK. Alors... Donc, section 2, on n'en a pas encore trop parlé, mais vous savez faire des virements maintenant. Edmond, tu sais quand choquer, Adi, tu sais quoi faire. Donc, Adi, je veux vraiment que tu sois le leader de ta section. OK? T'es à l'aise avec le Philippe? Là, Ouais. Et je vais là. La barre, éventuellement, on va faire fonctionner lui. La barre, Ouais. tu bordes, je traverse. Oui, c'est ça, j'ai fait inverser. Est-ce que toi, tu peux me... S'il est trop dur, tu peux m'alléger, toi, avec ça, hein? Moi, ce que je fais, c'est que je vais te tirer à la main. OK. Et toi, je vais quand même te donner le signal d'y aller. Oui. C'est moi qui vais l'emprisonner dans la mâchoire. Oui. Et finalement, elle prend les derniers patients. OK. Et si on était un petit peu plus vite. OK. Virement dans 45 secondes. OK, c'est parce que je voulais le regarder. 45. Mais on bouge pas tant que... Oui, parce que je voulais le regarder. Je veux vraiment mettre le plus proche de du bord possible. Ça me permet de... Virement dans 30. Attends, pas trop. Ne dévente pas trop ma voile. Je te dirais go, Philippe. Toi, t'es bon au niveau de ta GV, t'as plus besoin de l'aborder, Richard. Et peut-être que pour ce virement-là, vu qu'on va vraiment virer près, tu peux te mettre sur ta winch ici, mais ne la choquer que lorsque lui t'a envoyé le signal qu'il a fini sa job, ok? Parfait. Ok, je vais retarder un peu le virement, les amis. Section 2, est-ce que vous êtes parés à virer? Oui! Pareil. Excellent. Appelle-moi ton nom. Isabelle. Ok Philippe, tu peux m'envoyer ta bastac. Ok, paré à virer tout le monde? Pareil. On vire. Ok, lâchez-moi. Ok. Un peu trop tôt ton chocage, monsieur Raymond. Ok, c'est bon, Adi. Super. Moi, je suis correct. Ok. Il bouge pas. arrive? Il bouge pas. Ok. Les amis, je propose qu'on abatte. Donc on va ouvrir les voiles. Vas-y. Donc Richard, En dedans. choque encore plus ta bastac et on va aller passer à côté de nos amis. Excellent, Philippe. Si jamais c'est trop dur, y aller avec le Adi, fond. Adi, Oui. j'ai dit on abat, donc on va ouvrir les voiles. Une en dedans, une en dehors. Ouais. Ah, dans les mains? OK. Vas-y. Attendez. Et on va aller voir nos amis là-bas. Il va pas être encore prêt à prendre la dernière pression. OK. Et si vous sentez trop dur, Ouais, OK. On va passer les saluer. Ok, là on est pas si mal que ça. c'est bon, arrêtez. Ouais, pas plus que ça, Génois est pas mal. Tantôt, on Bien là. Ouais. passe. Chacun un peu de la sac On encore. est dehors, on est à l'extérieur. Le choqué. Good. Ouais, la voile est appuyée dedans. Excellent.
Ok, on va un peu capricieux aujourd'hui. Bon, alors on est à l'intérieur. C'est assez spartiate, comme on dit. En effet, et puis c'est surtout un bateau qui a eu aussi quelques modifications par son ancien propriétaire. D'accord. Avant que le groupe Esprit de Corse s'emporte acquéreur et nous le mette à disposition pour nos courses, c'était un autre Canadien qui avait ça, qui s'appelait Derek Hatfield, qui a eu de grands succès également à la voile. Et lui voulait en faire un bateau de charter, donc il avait demandé à changer toute la partie qu'on appelle le galet. Donc c'est pour ça qu'on a une cuisine qui est relativement bien aménagée et surprenante pour un bateau de course, mais qui a été faite avec beaucoup d'intelligence parce que tout ce qu'ils ont ajouté, finalement, tu as l'impression que c'est volumineux. Ça a rajouté uniquement 60 kg à l'intérieur du bateau parce que ça a été fait avec des matériaux, je te dirais, de la NASA pratiquement. D'accord, c'est avec deux des matériaux qu'on appelle du aussi, Corcel, du carbone, etc. Ok. Donc très léger, faible densité. Et ça a permis d'aménager quelque chose d'assez confortable. Donc ça, c'est une cuisine confortable. c'est une cuisine extrêmement confortable. C'est un grand luxe d'avoir une cuisine comme ça pour un bateau de course, je te le cache pas. Puis les cabines pour dormir sont... Écoute, t'es en plein dedans. Ah, je suis dans la cabine. T'es donc. dans la cabine. Vous dormez là? Une cabine, 12 personnes. Et donc, Pardon? une cabine pour 12 personnes. Donc tout ce que tu vois ici de chaque côté, ce qu'on appelle les bannettes, qui sont superposées, Oui. ça nous sert à stocker des voiles, à stocker des outils, à faire ce qu'on appelle du matossage. Donc on doit toujours chercher à mettre un maximum de poids d'un côté ou de l'autre du bateau pour compenser la gîte. Et on fait dormir le monde à l'intérieur de ça. C'est pour ça que tu vois que les bannettes sont extrêmement désagréables quand tu es au port, parce qu'elles sont inclinées. Donc à partir du moment où le bateau va se mettre à gîter, l'angle est un peu plus confortable. Et D'accord. ça reste du camping. Tu vois. Donc tu vas t'asseoir, tu vas dormir toujours au vent. Tu vas dormir au vent et tu vas dormir les pieds direction la proue du bateau. Pourquoi? Si tu es amené à taper quelque chose, admettons un container ou une baleine, tu vas pas aller te taper la tête avec les cervicales qui vont partir dans la paroi qui est devant toi, c'est les pieds qui vont D'accord. amortir tout ça. Donc c'est vraiment une règle de sécurité. Et puis pour contrôler la gîte du bateau, à part le matossage, l'équipage, est-ce que tu as d'autres contrôles qui sont... Alors tu as cité deux bonnes façons finalement de contrôler la gîte. On en a une troisième qui est plus particulière sur les bateaux de course et donc de performance, c'est ce qu'on appelle les ballasts. C'est ça qu'on voit là. Même ici. principe que pour un sous-marin, c'est quelque chose qui a été pensé à la fin des années 70 par un monsieur qui s'appelle Eric Tabarly, que beaucoup de passionnés de voile connaissent. Oui. Et donc il s'est dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas la même technologie ou en tout cas la même technique que les sous-marins? Et donc il a pensé à mettre une pompe de ballast et de mettre des réservoirs de chaque côté de son bateau. Et dans notre cas, on a 4 réservoirs de chaque côté, 4 à bâbord, 4 à tribord, pour une capacité totale de 2500 litres par côté. Donc, on va pouvoir y aller. OK. C'est parti, Adi, c'est toi qui guide. Super, good job. C'est bon ça. Encore un peu. Vas-y, Adi, t'es capable. Vas-y, Richard. Au winch. Non, laisse-moi là. Tu as Philippe, évidemment, pas trop de tension. Fais gaffe, Et Richard. ça se contrôle avec une pompe ou ça se contrôle manuellement? Alors, ça se contrôle avec un système de pompe qui est en dessous de ce dôme, qui est plus le système d'origine qui, pareil, lui, a été changé. Maintenant, on est uniquement sur du 12 volts. Ça fait une génératrice de diesel en moins. Ça fait moins de diesel à emmener. Et pour un résultat qui est relativement comparable en termes de puissance. Et ça nous permet de remplir tout ça et ensuite de l'orienter tout simplement avec un jeu de valves qui sont en dessous de mes pieds ici et de chaque côté pour boucher les réservoirs et sélectionner est-ce qu'on va mettre plus de poids sur la partie avant ou sur la partie arrière par exemple. Tu vas pas mettre le même équilibre d'eau en fonction de si tu fais du près, du travers ou du grand large par exemple. OK, donc tu as un équipier qui est ici à l'intérieur qui s'occupe des ballasts. Alors il n'est pas tout le temps sur les ballasts, on s'entend que c'est quelque chose de très ponctuel à faire, mais par exemple en contexte de régate, on a besoin d'envoyer quelqu'un à l'intérieur qui au top va tout simplement enclencher le transfert des ballasts qui lui va se faire par gravité. Donc admettons qu'on parte en course, on part en course, on monte les voiles, on remplit éventuellement déjà une quantité d'eau dans les ballasts, et ensuite à chaque virement, on a une énorme valve centrale qui fait à peu près 20 pouces de diamètre D'accord. et qui nous permet justement de faire un transfert par gravité d'un bord à l'autre.
pas mal ça dit, non? On est bien là? Quoi? Encore? C'est bon? Encore un peu? Ok, check. Bah, arrête-toi là. Ouais, ça a l'air beau ça. On est bon. Et maintenant on peut border le génois s'il vous plaît. Comme ça? Ouais. Attends, stack-moi là, c'est trop raide. Je vais abattre un tout petit peu pour qu'on parte au près. Parce que pour l'instant on est vent debout les amis. Et tu vas border ta grand voile? Ouais. On va parler un peu de la Fais-moi grand voile, un mais peu on va vraiment travailler un long, peu plus avec finalement le réglage du génois parce que pour l'instant Tout j'ai mon près, c'est barber beau, ça? et mon traveler qui sont complètement remontés. Ouais, comme ça? Donc tu vas me Il faudra choquer peut-être l'ouvrir un peu. le barber de une dizaine de pouces. Pas tout à fait un pied. Bon, on avait tout ça pour pas que les gens se prennent les pieds dans le salon. Ok, c'est bon, top. Et tu vas me faire descendre un peu le chariot si tu es capable aussi. Ok. Tu vas peut-être devoir le pousser un peu au pied le chariot, Raymond. Parce que je pense que la bearing en fin de saison, elle a... Raymond est là. Vas-y. Ok, un peu plus que ça, c'est bon. Tac. Je vois pas d'équipement électronique. Est-ce qu'on a ça à bord? Je vais vous montrer ça à la table de la carte ici, sous la lecture. Oui. Donc ici, tu parlais d'équipement électronique et on est sur ce qu'on appelle la table à carte. On a vraiment ici le cerveau du bateau avec tous nos processeurs qui analysent ce qui se passe au niveau des instruments, donc toutes les données captées par le bateau, la vitesse du vent, la vitesse du bateau, le cap, et éventuellement à l'occasion on vient compléter ça par des ordinateurs portables qui eux ont d'autres logiciels. Logiciels de routage et logiciels qui nous permettent également de récupérer des informations de la part de la flotte autour de nous. En contexte de navigation classique, évidemment, c'est lié à tout ce qui est l'AIS, pour connaître la position des autres cargos et donc assurer un maximum de sécurité. En contexte de régate, on récupère exactement la même information, mais de la part aussi de nos concurrents. Comme ça, on sait si on est capable d'optimiser notre vitesse par rapport à un concurrent, ou savoir quel est son cap. Ça permet éventuellement de déchiffrer un peu leur stratégie, d'essayer de s'adapter. OK, donc c'est permis d'avoir l'information sur les concurrents. Comme là, sur ton écran là, ce qu'on voit en rouge, c'est des positions de bateau. Tout ce qui clignote sur mon écran ici sont des positions de bateau, donc il suffirait qu'avec mon curseur, j'aille me placer sur l'un ou l'autre. Je verrai son numéro d'identification, son numéro MMSI par exemple, avec son cap, sa vitesse, et en cas de navigation par exemple sur la voie maritime, ça me permet d'éviter des collisions. OK. Pendant les régates, donc, il y a quelqu'un ici, peut-être à Il y a temps plein? quelqu'un très fréquemment ici, notamment dans les navigations plus hauturières, admettons une Transat Québec-Saint-Malo ou des courses hauturières comme la Halifax Saint-Pierre. Tu as tout le temps le navigateur qui est un maximum ici à la table à carte pour analyser tout ce qui se passe, fait ses rapports au skipper et après les décisions sont prises comme ça avec une chaîne de commandement un peu hiérarchique. Le skipper, le navigateur en discute, propose des choses au chef de quart et aux personnes qui règlent le bateau et on prend des décisions démocratiques pour s'assurer que le bateau va rouler à 100%. Super. OK. C'est bon pour ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est cool ça. Je vous en prie les amis. On s'amuse un peu donc hop là les amis. Attendez. Qu'est-ce que vous me faites? Est-ce qu'éventuellement on rentre un peu plus le barber, monsieur a dit, plutôt que de mettre de la tension dans l'écoute aussi forte que ça? OK. Tu veux que je choque un peu? Veux-tu qu'on choque? Il réagit vite. Oui, Hein? Veux-tu qu'on choque un peu? vas-y. Cool. Ça je te jure c'est un bonheur quand tu fais des surf avec ces bateaux-là. OK. Oui. Alors on se dirige vers la verte. Écoute, On se dirige pour l'instant je te dirais dirige-toi vers l'île d'Orléans. Ouais. On va s'amuser un peu comme ça.